Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Hubert Merty qui était l'invité à nouveau de GPTV. On aime l'entendre parce qu'à chaque fois, on apprend énormément de choses avec lui. Cette fois-ci, il va nous parler du général de Gaulle et de Pompidou avec de nouvelles révélations bien sûr sur ces deux hommes. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier. Grâce à vous, la chaîne a franchi le cap des plus de 100 000 abonnés, les plus de 30 000 abonnés sur YouTube, plus de 12 000 sur Instagram. Merci à vous, sans parler bien sûr de la chaîne secondaire qui s'approche des 50 000 abonnés, de la troisième chaîne qui, pareil, s'approche également des 10 000 abonnés. Merci à vous pour ce succès. Sans vous, rien n'est possible. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Au niveau personnel, d'abord moi, quand j'ai appris la mort du général de Gaulle, j'étais comme tous les Français, j'avais 12 ans. J'étais choqué, effondré, parce que de Gaulle incarnait à lui seul la France, la souveraineté de la France, son indépendance. Bon, il avait presque 80 ans, rupture d'anévrisme, mort subite. C'est passé à l'as, hein, comme ça, tout le monde a accepté la version officielle, mais on va y revenir. Et après, 4 ans plus tard, 2 avril 74, on apprend aussi la mort de Pompidou, avec la maladie de Waldenström. On va reparler de cette maladie de Waldenström que quasiment personne ne connaissait. Et puis là, pareil, moi, à l'époque, j'avais 16 ans, je commençais à m'intéresser à la politique, au renseignement, au service secret, au côté caché des choses. Et j'ai quand même surpris de l'énorme silence qui a suivi la mort de Pompidou. On est passé tout de suite, la présidentielle, élection de Giscard, une page se tourne dans la politique française. Oh oui, Pompidou, il est passé rapidement aux oubliettes. Bon. Moi, ça m'a toujours paru un peu curieux qu'on n'ait pas essayé de creuser qu'est-ce que c'est que cette maladie. Ça. Bon. Et puis, les décennies passent, pas les années, les décennies. Donc, je sors il y a bientôt un an mon livre Face à l'état profond. Et je trouve que depuis, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des renseignements, qui me contactent, qui m'envoient des éléments. Et c'était au mois d'avril ou mai, il y a quelqu'un qui m'envoie un message en me disant « Écoutez, j'ai une révélation particulière à vous faire. J'ai des informations top secrètes. Le général de Gaulle n'est pas mort de mort naturelle, mais il aurait été atteint par une fléchette dans le parc de la Boisserie. Et il aurait été empoisonné, ou on sait très bien que la CIA a des pistolets pour provoquer des crises cardiaques. La CIA, mais aussi les services secrets russes, et ça fait partie de la panoplie de tous les services secrets, de provoquer une mort subite de quelqu'un qui dérange. Et plus elle a une apparence de mort naturelle, plus vite ça passe. Alors, il se trouve que peu de temps après, moi j'ai essayé je voudrais pas tomber dans un piège, parce que on peut aussi tomber facilement dans un piège, dans quelque chose qui est fait pour vous discréditer. Il se trouve que j'ai retrouvé quand même un document hyper confidentiel qui date de septembre 62 et qui est un document assez grave et assez sensible, qui a été fait à l'attention du président Johnson, Lyndon Baines Johnson, qui était à l'époque vice-président. Il n'était pas président, c'était vice-président. Et ils essayaient de faire une estimation, une évaluation des conséquences de la mort ou de l'assassinat du général de Gaulle. C'est le document que tu as là sur toi. Ce fameux document classifié. Rédigé en anglais. Voilà, rédigé en anglais, très rare, dans lequel on voit bien que les autorités américaines ont déjà anticipé, évalué en 62, déjà pleine guerre froide. L'histoire, on est dans l'affaire de la fusée de Cuba, on est dans l'histoire de la baie des cochons, on est dans un climat hyper guerre froide, hein, c'est quand même très tendu. Voilà. Et quelque temps avant, il y a eu la fameuse attentat du Petit Clamart, 62. Et puis après, qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Il y a le choc, la rupture de Gaulle avec l'OTAN. Donc quand De Gaulle dit je quitte le commandement intégré, je reprends l'autonomie de l'armée française, ma souveraineté. Mais De Gaulle, il double ça avec autre chose. Déjà, en 64, il a reconnu la Chine populaire de Mao Tse-tung. C'est le premier pays occidental qui reconnaît la Chine de Mao. Et en 66, le général de Gaulle fait un voyage d'État absolument incroyable. Il va 11 jours en Union soviétique. Le Centre culturel russe a publié toutes les photos de ce voyage historique, jour par jour. Ils ont
ils ont remis les extraits des discours de De Gaulle, et c'est quand on voit cette exposition, qu'on voit ces événements, qu'on se rend compte à quel point le général De Gaulle pouvait enquiquiner les Américains, et chaque fois leur dire, écoutez, on n'est pas dans votre diktat, on cultive notre spécificité, on veut pas être avec vous dans la guerre que vous voulez faire avec le monde communiste, on veut être à part, on veut être... Et qu'est-ce qui se passe après 66 ? 2 ans après, c'est les fameux événements de mai 68, dans lequel on sait très bien que la CIA a joué un rôle très très important, puisque la CIA manipulait tous les mouvements d'étudiants, tous les mouvements d'extrême gauche, Cohn-Bendit, Sauvageau, tous les autres. Ils étaient vraiment sponsorisés, poussés par la CIA pour déstabiliser le général de Gaulle. Et en 68, il a retourné la situation, non seulement en s'assurant du soutien de l'armée avec Massu à Baden-Baden, mais surtout parce que la CGT et le Parti communiste ont reçu des instructions claires de l'URSS, donc avec qui le général de Gaulle avait de bonnes relations, instructions disant qu'il fallait tout faire pour que de Gaulle reste au pouvoir et qu'on ne sombre pas dans un pouvoir de gauche qui soit atlantiste. Souvenons-nous qu'en les élections de 69, il n'y avait pas de candidat Mitterrand, c'était un candidat qui s'appelait Defer, qui était candidat de la gauche. Mais en 65, il y avait Mitterrand. Et Mitterrand était un homme politique très atlantiste, de la même façon qu'était atlantiste Jean Lacanuet, qui était aussi le... L'UDF, voilà. un ancêtre de l'UDF. L'UDF, c'était le centriste proche de... Voilà. Donc, j'ai regardé la configuration politique, la sortie de l'OTAN en 66, les événements de 68, et ensuite, nous avons ce départ de Gaulle suite au référendum du 27 avril 69, où on refuse la réforme du Sénat, on refuse la régionalisation, et là on se rend compte que qu'il a contre lui, il a la gauche, mais il a aussi les atlantistes, Giscard d'Estaing qui avait dit le 8 mai, donc il voulait soutenir De Gaulle, mais il voulait aussi cultiver sa différence. Giscard aussi était quand même très proche des Américains. Et puis, nous avons donc cette mort de Gaulle, le 9 novembre 70. Et déjà, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que cette mort, elle n'est pas annoncée immédiatement. Alors, une chose, oui. J'ouvre une parenthèse. Oui. Parce que ce que tu parles de la fléchette, c'est excessivement important. Oui. Puisque j'ai regardé avant où est-ce qu'il était mort exactement. On sait qu'il était mort dans sa bibliothèque. Ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, on nous dit qu'il est mort dans sa bibliothèque. Par contre, on nous dit que ses derniers mots auraient été « j'ai mal là dans le dos ». Ah, ça confirme peut-être l'hypothèse de justement. Voilà, il dit « j'ai mal là dans le dos ». On dit qu'il était devant le journal télévisé et qu'il s'effondre. Après avoir dit « voilà, j'ai mal là dans le dos », alors où dans le dos, je ne sais pas. En tout cas, il le dit. Et il s'effondre, victime d'une rupture d'anévrisme. Alors, quelles sont les constatations médicales que nous avons sur le décès du général de Gaulle ? À ma connaissance, évidemment, il n'y a jamais eu d'autopsie du corps du général. Je ne sais pas s'il y a eu un examen médico-légal, mais on nous en a jamais parlé. On nous a dit que le médecin de Colombey était venu constater qu'il avait une rupture d'anévrisme. Bon, je dirais, pourquoi pas ? Bon, parce qu'il ne faut pas virer dans le complotisme excessif et de voir derrière chaque décès un assassinat. Mais là, quand même, il y a quand même des arguments, des éléments qui vont quand même nous porter de l'eau à notre moulin. Je veux dire tout de suite que moi, je ne vais pas dire je suis formel de Gaulle. Non, je vais ouvrir un débat, je vais apporter des éléments et qui, je pense, sont assez intéressants pour dire on s'est jamais vraiment interrogé sur la vraie raison du décès de Gaulle. Et alors, il y a le problème médical, c'est que globalement, on a vite enterré le décès. C'est pas la mauvaise blague d'Harakiri, balle tragique à Colombey, parce que c'était le décès de Gaulle, c'est 15 jours après le fameux l'incendie du dancing à Saint-Laurent-du-Pont, où il y a eu 140 morts. Donc ils ont fait un raccourci un peu offusquant et qui était un peu injurieux à l'égard du général de Gaulle. Donc personne ne s'est vraiment intéressé là sur cette mort. On a dit oui, il était âgé, etc. Alors écoutez, moi il était âgé, j'ai quand même fait déjà une étude sur sa famille, parce qu'il faut voir aussi la génétique dans chaque famille.
Le général de Gaulle a perdu sa mère en 1940, mais elle n'est pas morte à cause de la guerre. Elle est morte à 80 ans. Je crois qu'elle avait une affection cardiaque, quelque chose comme ça. Son père, lui, est mort à 84 ans. Sa sœur, Élisabeth de Boissieu, a vécu quasiment 100 ans. Son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, il est décédé en 2024 à 103 ans. Excusez-moi, dans la famille de Gaulle, on vit naturellement vieux. Donc il n'y a pas une moyenne d'âge où on meurt rapidement de crise cardiaque à 60 ans, 70 ans. En plus, en 70, De Gaulle a quitté l'Élysée depuis quasiment 1 an et demi. Il n'a plus le stress de la charge de l'État. Il est plutôt cool. Il va faire des visites sur l'école, on va reparler. Et il est en train de rédiger ses mémoires d'espoir. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai relu. De Gaulle, avant d'être un homme politique, c'est un grand écrivain. C'est un immense écrivain. Et en me penchant de près sur son décès, j'ai relu des pages, que ce soit de mémoires de guerre, mémoires d'espoir, au fil de l'épée. C'est un immense écrivain qui était pétri de lettres, qui était pétri de l'esprit français. Et est-ce que ses mémoires étaient finies ou pas ? Non, justement, ses mémoires n'étaient pas terminées, puisque ses mémoires de lui-même, elles s'arrêtent en 1962. Donc entre 62 et 70, il n'y a rien. Rien. Il n'y a rien. Donc on l'a empêché d'écrire ce qu'il voulait raconter, par exemple, sur l'indépendance d'Algérie, sur la reconnaissance de la Chine, sur la sortie de l'OTAN, sur les événements de mai 68. Et on aurait quand même aimé, pour l'histoire de France, avoir un témoignage de la valeur du général de Gaulle. Surtout pour 68. Il Voilà. sait que la CIA est derrière. Oui. Il l'aurait écrit, sûrement. Ben, je pense qu'une fois, quand on est un personnage historique comme De Gaulle, qu'on a quitté le pouvoir, qu'on n'a plus d'ambition, maintenant on entre dans l'histoire, c'est le moment où on règle un peu ses comptes. Et on va dire ce qu'on a un peu sur le cœur. Et je pense que s'il avait fini ses mémoires jusqu'à sa sortie du pouvoir, je pense qu'il aurait eu la dent dure. Je pense qu'il aurait eu la dent dure vis-à-vis des Américains, qu'il n'appréciait pas beaucoup. Je vous renvoie au film, là, les deux volets de De Gaulle, où on voit tous les problèmes que De Gaulle a eu avec Roosevelt pour se faire reconnaître. Je rappellerai aussi quand même une chose dans mon livre assez importante, c'est que les Américains avaient un ambassadeur auprès de Vichy, la personne de l'amiral Leahy, qui était un proche de Roosevelt, puisque quand il a quitté Vichy, il est allé chef d'état-major particulier du président Roosevelt. Tout ce qu'il dit sur Pompidou ou sur De Gaulle, comme vous l'avez entendu à la fin, c'est factuel. Là, pour le coup, on est dans de la pure histoire, c'est de la vérité, là, pour le coup. Là, on n'est pas dans du complotisme. C'est vrai que De Gaulle, pour être vulgaire, il cassait les couilles à l'Empire américain. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est la dernière fois qu'on a eu un président qui avait à cœur la souveraineté de la France. C'est vrai que ça nous change avec Macron de salle, deux ambiances. Et en plus, De Gaulle, il aimait bien ça. Il était rentré en provocation. Il avait fait son grand tour en Amérique latine, notamment au Mexique. Enfin, à plusieurs reprises, vraiment, lors de discours, il nargue les Américains. Vous le savez en plus, ils avaient arrêté les talons or et De Gaulle était contre ça. Parce qu'il comprenait que le dollar allait devenir la monnaie monde. Et donc, que les États-Unis, avec le temps, allaient pouvoir attaquer le monde entier d'un point de vue juridique, parce que le dollar est une expansion du territoire américain. Donc, De Gaulle, comme bien souvent, politiquement parlant, il était visionnaire, il voyait tous les problèmes. Et je rappelle que c'est un homme qui parlait de ça dans les années 60. Dans les années 60, il avait déjà tout dit. Et je suis d'accord avec Hubert Merty, il faut relire De Gaulle. Vraiment. Même pour ceux, et j'imagine, qui l'ont déjà lu, il faut le relire. Il faut le relire parce que quand vous relisez De Gaulle, vous revoyez des choses, vous les recomprenez et surtout, vous vous apercevez de la hauteur de vue et de l'avance qu'il avait sur son temps. Et on peut comprendre qu'un De Gaulle, pour l'Empire américain qui, je vous le rappelle, ça ce sont des notes confidentielles américaines qui ont été déclassifiées, l'ennemi numéro 1 des États-Unis, c'était la France. N'oubliez pas, la France dans les années 60, c'est deuxième puissance économique. Ensuite, nous sommes passés troisième parce que le Japon était passé devant nous. Et puis surtout, comme je le dis souvent et comme j'aime à le dire sur cette chaîne, la France, à travers De Gaulle, plus que jamais peut-être pouvait être la troisième voie, c'est-à-dire ni le capitalisme à l'américaine, ni le communisme du bloc soviétique, mais une solution française à tous les maux que nous connaissons. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.